2 days after snatching second from Sebastian Simon, Groupe du Breuil, Johan Richem, skipper of Paprec Archaea, is hard on the heels of Charlie Dahlin, Massif Saint-Prévoyance. At just less than 18 miles behind Dahlin, who has led since December 2nd, Richem is consistently quicker. But while Richem is impressing with his measured attack, at the same time all the Vendée Globe skippers have been thinking of Brit Pip Hare, Medallia, who dismasted last night and is now heading under jury rigging towards Melbourne, Australia. Other problems are mounting up through the fleet in an especially brutal Indian Ocean. Benjamin Foray, Manoia, DUO for a job, 23rd, had to work for 12 hours to repair a keel ram problem. Antoine Cornick, Human Immobilier, 33rd, and Dennis van Weenberg, D'Ieteren Group, 37th, both climbed their masts, while Arnaud Boissiers, La Mieke Line, 29th, is dealing with an injured knee. So far Richem is not satisfied. He was happy to pass close to and film the Auckland Islands off the southeast tip of New Zealand that he was able to sail past, and his pace is relentless. The two skippers are sailing in the same conditions, but Johan is going slightly faster, explains Christian Dumard, the Vendée Globe weather consultant. Charlie has lost the lateral separation he had, and they have to deal with rather unstable wind. Richem is relishing the chase. It's going very well, and of course, this race scenario makes me happy. Since I crossed paths with Thomas Ruyant in the Indian Ocean, I've been slipping through mouse holes. I feel good on board, I'm in tune with my weather routing, there are no setbacks. I'm lucky to have a fantastic boat in these downwind conditions. Charlie knows that we'll soon be equal. He'll have his time in the Atlantic, but this is mine. Each of us has their turn. The anticyclonic ridge that separates the three leaders from the rest of the fleet is clearly visible on the weather map. This large blue area still acts as an impassable barrier, as described by Jeremy Bayou, Charles, 6th. But Bayou and his immediate cohorts will have to cling on their last vestiges of patience, as the anticyclone will move back north and finally allow the freshly re-established big group of 9 skippers to all continue at speed. Boris Herman, Malaysia Sea Explorer, 10th, Justine Metros, Teamwork Team SNEF, 11th, Clarice Kramer, L'Occitane en Provence, 12th, and Samantha Davies, Initiatives CAR, 13th, are riding this big depression eastwards. I hope I'm wrong, but the sea state is going to make the next 24 hours very complicated, grimaced Clarice this morning. There are 40 to 45 knots of crosswinds to negotiate. If I don't manage to maintain good average speeds, I'm going to see this bus, the front, leave without me. News of Pip Hare's Medallia, 16th, dismasting last night, is a raw reminder of what can happen and is on everyone's minds. I felt so sad, it brought tears to my eyes. It's really hard, confided Isabel Jost, MACSF, 18th. Pip is a great girl, always smiling, always on the ball, added Arnaud Boissier, La Mieke Line, 29th. My heart goes out to her. Conrad Coleman, MS Amlin, 27th, had the same misfortune in 2016, albeit off the coast of Portugal, and he managed to finish. Every mast down is like a knife in the heart. It brings back a lot of emotions for me. When it happens to you, you feel like your whole world is falling apart. Many sailors have written to Pip to show their support. The British sailor is still in shock. I'm fine, she said in a video, trying to find the words through the disappointment and pain. I don't know what happened. Medallia took off, and when it landed, the mast fell in 2 pieces. I don't think I can explain what I'm feeling right now. But she pledged, it is not the end. It never is the end. And I hope that by the time I get to the shore I will have a really good plan, how to get Medallia sailing again, how to get back to Europe, and then get back on the racetrack in 2025. Hare worked hard to set up a makeshift jury rig that allowed her to make progress at around 4 knots throughout the day. She is 700 miles from the Australian coast,
which she should reach in about 10 days. As the 6th week of racing begins, fatigue is piling up and so are the worries. Benjamin Foray, Monoya, DUO for a job, 23rd, was woken from a nap because of a huge bang. There was oil everywhere in the boat, the keel ram attachment literally exploded. For a while, the skipper thought about giving up, heading for Australia. I really thought my Vendée Globe was over. He had to work hard for 12 hours helped by his technical team on land and Jean Le Cam, who called him regularly. But he is back on track. Antoine Cornic, Human Immobilier, 33rd, also set off again. He had taken shelter in St. Paul, an uninhabited island that is part of the French southern and Antarctic lands. Race rookie Cornic climbed the mast to repair his mainsail track. After 5 hours of hard work, he was able to set off again at the end of the morning. Dennis van Weinberg, D'Aeteren Group, 37th, managed to climb up to change his wind vane. It wasn't easy and above all, it still doesn't work, it might be a wiring problem. Ça bombarde, disent les Français. French people saying it's bombarding. Few WhatsApp chats with the competitors here around. And the situation is today, Monday, we are in front of Justine and behind Yannick and Paul, and these small distances make a huge difference in the sea conditions. That's why we most likely see everyone in front stretch away and everyone behind fall behind. So the further you advance east, the better conditions you have and the more quickly you're going to go through it, and the less worse it is. So Justine is just a little bit behind and she has almost 10 knots more wind, storm jet, etc. And you can still say normal here. 2 weeks, day 3, and it's full on. Have a good Monday. Good start to the week. So far for today, from south between New Zealand and Australia. Woo. Ending here. The light will come down now quickly. So, wish us good luck for the night. And then the rough day will be tomorrow and after tomorrow. Still almost 50 knots in the air. Ciao. Je vais vous montrer comment on fait des pâtes quand on est dans un IMOCA qui va à 25 nœuds. On a besoin d'une casserole, on pose, de l'eau, des pâtes et de serrer les fesses. Hop, alors déjà t'allumes ton réchaud comme tu peux. Là, t'allumes, voilà. Tu cales ça, tu cales de l'eau. Ah, on est pas mal là. Alors, après, voilà, ça c'est bon. Après, tu prends l'autre casserole que tu cales dessus parce que t'as paumé le couvercle.
Et ouais, parce que dans le départ à la bâtée de l'autre jour, j'ai perdu le couvercle de la casserole. Et c'est quand même pas très grand un IMOCA, mais je l'ai pas retrouvé. Alors toutes les portes étaient fermées, donc il s'est pas envolé le truc. Mais j'ai plus de passoire quoi. C'est un peu chiant. Mais je vais vous montrer, c'est pas mal. Je vous mens pas quand je vous dis qu'on est à 25 nœuds. Ok. En train de faire des pâtes. Ma c'est beau. Ciao ragazzo. Ça, c'est une petite pensée pour mon italien de service qui est pas très loin, Giancarlo Pedote. Ma il a mangé la pasta. Et donc là les pâtes, elles sont prêtes. On va les mettre là-dedans. On va faire passoire. Pas mal. Une, deux. Là c'est ok. Maintenant les pâtes, l'eau, passoire. C'est parti. Alors maintenant, tu verses ton eau. Voilà. Et l'idée, c'est que le couvercle il s'ouvre pas. Parce que s'il s'ouvre, là t'as perdu toutes tes pâtes. Là t'as l'air un peu con. Very nice. Alors, ça c'est la base. On met un peu d'huile. Hop. Mieux vaut trop que pas assez. Ça coulissera mieux. Un peu. Sauce tomate. Hop. Voilà. Encore. Voilà. Ça c'est bon. On se met des petites herbes. Un peu d'aromates. Voilà. Un peu d'ail. Voilà. Un peu beaucoup. Et le plus important, il parmigiano. Voilà. Tu prends un peu de parmesan. Tu mélanges tout ça. Et là mon gars, là ta journée elle est refaite à l'attaque. Je voulais vous montrer comment on fait des pâtes quand on est dans un IMOCA qui va à 25 nœuds. On a besoin d'une casserole, on pose, de l'eau, des pâtes et de serrer les fesses. Hop. Alors déjà, tu allumes ton réchaud comme tu peux. Là, t'allumes, voilà. Tu cales ça, tu cales de l'eau. Ah, on est pas mal là. Alors, après, voilà, ça c'est bon. Après, tu prends l'autre casserole que tu cales dessus parce que t'as paumé le couvercle. Et ouais, parce que dans le départ à la bâtée de l'autre jour, j'ai perdu le couvercle de la casserole. Et c'est quand même pas très grand un IMOCA, mais je l'ai pas retrouvé. Alors toutes les portes étaient fermées, donc il s'est pas envolé le truc. Mais j'ai plus de passoire quoi. C'est un peu chiant. Mais je vais vous montrer, c'est pas mal. Je vous mens pas quand je vous dis qu'on est à 25 nœuds. Ok. En train de faire des pâtes. Ma c'est beau. Ciao ragazzo. Ça, c'est une petite pensée pour mon italien de service qui est pas très loin, Giancarlo Pedote. Ma il a mangé la pasta. Et donc là les pâtes, elles sont prêtes. On va les mettre là-dedans. On va faire passoire. Pas mal. Une, deux. Là c'est ok. Maintenant les pâtes, l'eau, passoire. C'est parti. Alors maintenant, tu verses ton eau. Voilà. Et l'idée, c'est que le couvercle il s'ouvre pas. Parce que s'il s'ouvre, là t'as perdu toutes tes pâtes. Là t'as l'air un peu con. Very nice. Alors, ça c'est la base. On met un peu d'huile, hop.
Mieux vaut trop que pas assez. Ça couillera mieux. Un peu. Sauce tomate. Hop. Voilà. Encore. Voilà. Ça c'est bon. On se met des petites herbes. Un peu d'aromates. Voilà. Un peu d'ail. Voilà. Un peu beaucoup. Et le plus important, il parmigiano. Voilà. Tu prends un peu de parmesan. Tu mélanges tout ça. Et là mon gars. Là ta journée elle est refaite. À l'attaque. C'est dimanche, fin de cette 4e semaine, et moi je me fais des petites nouilles chinoises avec du comté dedans. Et on sort de cette grosse dépression là, la première très grosse dépression qu'on a eue dans l'Indien. Des vagues de 8 mètres, des rafales à 60 nœuds. Et ben c'était costaud. Et il y a une autre grosse dépression qui arrive pour jeudi là, de la semaine qui arrive, bien plus violente que celle-là. Et du coup, j'ai fait le choix d'aller me recaler au nord. Alors, c'est une bonne nouvelle pour la sécurité, c'est une très mauvaise pour la régate. Mais bon, c'est comme ça. C'est ça aussi le Vendée Globe, c'est que des fois, t'es obligé de laisser la course un peu de côté. Je viens de faire un petit tour du bateau, tout va bien, et moi aussi, je vais bien. Il y a un petit truc que j'ai à bord, c'est un calendrier des médias. En fait, ça, c'est tout ce que je dois faire jour par jour pour les médias, pour la télé, la radio et l'organisation. Et donc ça me permet aussi de suivre un peu les dates, et donc je raye au fur et à mesure. Et là je suis arrivé, je vais rayer, hop là, je raye le samedi, j'avais oublié, et je raye le dimanche, et j'ai terminé la première page, ce qui veut dire que en gros on vient de faire un tiers du Vendée Globe, et ça c'est très cool. Lundi matin, je suis au milieu d'une dépression australe dans l'océan Indien. En gros je suis dans 45 nœuds. Quelques vagues qui déferlent. Oh, le bateau qui fait les surfs. C'est ambiance. C'est ambiance. Bon les amis, j'avais un deuxième objectif sur ce Vendée Globe, c'était d'arriver avec toutes mes voiles. Alors j'arriverai avec toutes mes voiles à bord, mais pas toutes en entier. J'ai la mule, qui est une voile qui était très pratique dans la tempête, qui a rendu l'âme dans un grain. Elle s'est ouverte en deux au milieu. Et voilà. C'était un peu la guerre de la ramener, c'était un peu dur là-dessus. Et si on voit, mais c'est quand même un peu la tempête dehors. Ça fait chier parce qu'il n'y a pas eu d'erreur. Voilà. Elle a juste pas aimé. Bon, hier j'ai éclaté ma mule, comme je vous ai raconté. Du coup, j'ai utilisé mon J2 pour remplacer cette voile. Et j'ai une petite déchirure dans le J2 sur la chute. Je peux pas vous montrer malheureusement parce que là il y a trop de mer et ça mouille trop. Petite déchirure qui me gâche la vie. Parce que si cette déchirure grandit, elle peut faire beaucoup de mal au J2. Et le J2 c'est une voile que je peux pas descendre. Donc il va falloir que je monte dans le mât. Enfin, monte le long du J2 pour aller réparer. L'état de la mer, c'est pas la même. Et cette voile, j'en ai besoin là pour les 48 prochaines heures parce qu'il y a beaucoup de vent. Et en même temps, je peux pas vraiment monter parce qu'il y a trop de mer. Je suis un peu bloqué. Je suis un peu dans l'impasse là. C'est comme au Sudoku. Sudoku niveau 15, même quand tu vois pas la solution, tu sais qu'elle est là. Elle est quelque part la solution, mais pour l'instant, je sais pas où encore. Bon, j'ai fait tourner les ménages toute la journée. Ça y est, j'ai une solution pour réparer ma voile. Le projet à la base, c'était d'aller au nord pour laisser passer une dépression. Finalement, on va aller au sud. Je vais aller là, au Kerguelen, aller m'abriter ici, là, parce que la houle, elle arrive comme ça.
J'ai 2 jours pour y aller, je vais y aller à vitesse malheureusement un peu réduite. Et puis voilà, puis on prendra la course une fois que ça sera réparé. Donc c'est une petite galère de plus, mais bon. Je les enchaîne un peu depuis le début de l'Indien, mais bon, ça fait partie du jeu et puis ça va s'arrêter un moment. Puis une bonne galère, c'est l'occasion de la surmonter et ça c'est assez cool. À chaque fois que j'ai surmonté une galère, j'avais un bon gros coup de boost. Donc si là on y arrive, ça sera pareil. Le vent vient bien de se calmer là, la mer aussi. Je suis en train de faire route donc vers les Kerguelen pour essayer d'aller réparer mon J2. Mais je vais essayer de faire une tentative là aujourd'hui. Il y a encore pas mal de houle, il y a encore 3 mètres. Mais le vent s'est bien calmé et j'ai bon espoir que dans quelques heures la houle se sera bien calmée et surtout elle est bien orientée pour que je puisse être bien vent arrière. Enfin le vent est bien orienté par rapport à la houle. Bon les amis, j'ai réussi à décoller mon pack. Putain, j'en ai chié hein. C'était hyper dur avec la mer là-haut. Mais je sais pas, j'espère que c'est bien fait, j'espère que ça va tenir. J'ai mis beaucoup de sika normalement et c'est pas plaqué parfaitement quoi. Donc voilà, je vous tiens au courant de si ça tient. Là je laisse la voile un peu rouler le temps que ça plaque bien et je vais finir par la dérouler pour tester. Bon voilà la réparation, vous voyez c'est le patch noir là sur la chute de J2. Bon on va pas se mentir, c'est pas incroyable. Il va falloir que je remonte probablement. Mais pour faire du portant BMG ça devrait suffire. Et donc ça c'est cool. Là je suis plus trop handicapé maintenant pour faire du portant et puis il faudra que je remonte dans un moment beaucoup plus calme pour refaire un peu mieux la répa pour pouvoir faire du prêt, mais a priori ça va pas être tout de suite le prêt donc voilà. Donc ça c'est cool, c'est une bonne chose de faite, ça part de là. Ça fait 2 jours que je fais du sud et j'ai perdu je pense entre 5 et 8 degrés. Je vous assure qu'il fait pas très loin des je pense 2-3 degrés. Là j'ai fait une route sud moi pour aller m'abriter d'une grosse dépression. Alors la flotte est divisée en deux, il y en a qui vont s'abriter au nord et moi avec Louis Duc et Guirec Soudan on a décidé de s'abriter au sud, ça réduit la route et puis on aura probablement un peu moins de mer. Alors à quoi ressemble un albatros? Celui-là est tout près là. Regardez ça, c'est majestueux. Là il y en a un deuxième. Bon alors les noms poétiques pourraient dire que ça ressemble juste à une grosse mouette. Mais ça a quand même une autre classe. Vous voyez, on a mis gants, bonnet et puis beaucoup de couches. Et j'ai sorti le deuxième duvet parce que je dors avec 2 duvets maintenant, sinon j'ai trop froid, j'arrive pas à m'endormir. Et je suis passé cette semaine tout proche des Kerguelen, c'est assez incroyable comme endroit, c'est vraiment le bout du monde. Et c'est vrai qu'on ressent un peu le côté aventure qui prend le dessus sur la compétition parce qu'on est vraiment dans des endroits hostiles. Et on sent qu'on n'est pas vraiment les bienvenus, j'ai l'impression de passer un petit peu sur la pointe des pieds pour que la mer et les vagues et le vent me laissent passer tranquillement. Je suis heureux d'être ici et dans normalement une semaine je vais passer le Cap Lewin si tout va bien. J'ai hâte et en même temps j'ai pas tellement hâte parce que il restera plus qu'un cap après. Et je sais pas si j'ai envie que ça se termine tout de suite. Bon là les amis, c'est la vraie tempête hein. Quand tu vois pas l'horizon, c'est qu'il y a de la mer. Je suis 3 riz J3. Il n'y a plus grand chose. Et je me faisais cette réflexion à l'époque des batailles navales, de la marine à voile, tout ça. Les gars, alors je dis les gars parce que pour le coup il y avait vraiment que des gars qui passaient par là. C'était quand même un autre genre de gars quoi. Ils savaient pas s'ils allaient se taper un récif. Ils savaient pas si la tempête allait être puissante,
s'ils se sortaient de tout ça, il y avait les maladies. En plus, ils étaient pas équipés comme moi avec mes super trucs ultra techniques là. Ils étaient, je sais pas comment ils étaient équipés, mais certainement différemment. Et je peux vous dire que ça caille. Et ça, en fait, j'arrive même pas à imaginer qu'ils puissent naviguer dans des endroits comme ça. Et pourtant, ils sont venus, hein. Sinon, on n'aurait pas de carte. Et c'était vraiment des sacrés aventuriers. Ça me fait poser la question, est-ce qu'il reste encore vraiment des aventuriers, tu vois? Des vrais aventuriers. Parce que moi, au final, j'ai mon pilote automatique qui tire la barre. Si j'ai un problème, j'appuie sur un bouton. J'ai chaud, enfin j'ai pas froid. Putain mais ouais, là-dedans quoi. Comment il faisait, comment est-ce qu'il faisait? Ça me fait relativiser sur ma condition du moment. Parce que je peux vous dire que c'est pas le malin. Il fait nuit ici dans le sud d'Australie. J'étais en train de regarder le météo pour la suite, pour demain après-demain. Et c'est un petit peu compliqué pour moi parce que j'ai attrapé le gros devant. Sauf qu'en fait, là je suis un peu dans la dépression. Et le reste du groupe ils sont un peu devant le vent fort. Et le vent très fort il va se développer en fait devant moi demain soir. Il risque d'avoir 40 à 50 nœuds vent de travers. En plus c'est vraiment sur la zone des glaces, il n'y a pas d'échappatoire. Du coup je risque de peut-être le laisser passer un petit peu le vent, c'est le vent de vent très fort. C'est un peu compliqué parce que j'ai pas envie non plus de finir derrière dans pas de vent. Il faut bien doser, il faut arriver juste derrière le vent très très fort, mais rester quand même assez avancé pour pas tomber dans la bolle derrière. Demain, je vais peut-être pas être à fond tout le temps pour me positionner par rapport à ce vent très très fort. Voilà. Bonne journée à tout le monde.